Alors maintenant que nous avons vu la première défaillance du marché à travers les externalités positives et négatives, nous arrivons à la deuxième défaillance du marché, et pas la moindre, qui consiste en les biens collectifs et les biens communs. Donc c'est ce que nous allons commencer à voir, donc toujours sur ce document qui est à votre disposition sur le site Gurunes. Il faut déjà comprendre ce qu'on appelle bien public ou bien collectif et pouvoir les différencier de la notion de bien commun. Les biens, alors là on va utiliser deux adjectifs très particuliers à la science économique, à savoir l'idée de rival et excluable, non excluable. Donc ça va être ça l'objectif de la compréhension ici, c'est de comprendre ces deux qualificatifs de la notion de bien collectif et commun. Alors, concernant les biens publics ou biens collectifs, ce sont des biens donc, dont la consommation cumule deux caractéristiques qui mettent en échec le marché. Donc c'est vraiment ça, le marché, il ne sait pas faire. En premier lieu, donc, la consommation est non rivale, ce qui signifie que la consommation d'une unité du bien par un individu n'empêche pas sa consommation par un autre individu. Donc voilà, l'idée de non-rivalité, c'est que si je consomme de quelque chose, ça n'empêche en rien la consommation par quelqu'un d'autre. Et non exclusif, ou on dit non excluable également. Dans l'état considéré, il n'est pas possible d'exclure une personne dans la consommation du bien. Ainsi, si une coupe de cheveux ne peut pas profiter à deux personnes et peut être réservée aux individus décidés à payer le service, donc vous voyez, là, le marché, il sait faire. Il sait faire parce que si le coiffeur a utilisé son temps à couper les cheveux d'une personne, il ne coupera pas les cheveux d'une autre personne pendant ce temps-là. Mais par contre, la lumière d'un phare ou l'existence d'une armée bénéficie à de nombreux individus sans qu'il y ait une relation directe avec leur capacité à payer ou ne pas payer. Donc vous voyez, la première propriété des biens publics pose un problème de tarification. La consommation du bien par une personne supplémentaire ne peut pas lui être facturée au coût marginal, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit là-dessus. Puisqu'il n'y a pas de coût marginal en réalité, puisque si vous repensez à la lumière du phare, vous aurez beau mettre 3 millions de personnes devant cette lumière du phare, les 3 millions potentiellement peuvent voir la lumière du phare. Et donc il n'y a pas de tarification possible. La deuxième propriété, c'est que c'est une propriété qui rend la production du bien impossible, car du moment qu'il est produit, il est possible de le consommer gratuitement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un éclairage public, toute personne qui passe dessous consomme, entre guillemets, gratuitement cet éclairage. Donc personne n'a intérêt, du point de vue de l'intérêt personnel, à payer en échange de ce service, un service public donc. Or, le fondement même du marché, c'est cette idée que les individus sont prêts à payer pour obtenir un bien ou un service. Donc ça nous donne bien la définition du bien collectif. C'est un bien qui peut être consommé simultanément par plusieurs individus, donc on dit qu'il est non rival, et pour lequel il est impossible d'exclure les individus qui ne veulent pas payer le prix. On dit qu'il est non exclusif ou non excluable. Et là, on est donc dans un angle mort du marché. Donc des exemples de biens collectifs, j'en ai déjà donné pas mal. J'ai donné l'exemple de l'éclairage public. On pourrait donner la sécurité dans le pays. La police est un bien collectif. Nous avons tous collectivement intérêt à ce que ce bien existe, mais personne en particulier ne souhaite payer individuellement pour cela. Je pourrais prendre l'exemple des infrastructures, des routes, des ponts, des chemins de fer qui répondent également à cette logique. Là, on donnait aussi l'exemple, alors on parle dans ces cas-là justement de la question des passagers clandestins, dont on parle en sciences économiques, c'est-à-dire nous sommes tous potentiellement des passagers clandestins, dans le sens où
nous bénéficions d'un certain nombre de biens collectifs sans pour autant en payer le prix. L'exemple étant celui des syndicats, par exemple. Hein. Je vais bénéficier du travail fait par les gens qui payent leur adhésion au syndicat, mais il n'y a pas beaucoup qui acceptent de payer la cotisation ou même d'y investir du temps. Sans parler des syndicats, je pourrais généraliser cet exemple à toutes les associations aujourd'hui. Tout le monde a envie de profiter des effets, enfin de ce que des associations peuvent faire au niveau des activités, par exemple. Hein, mais il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'y investir du temps. D'accord. Alors, justement, maintenant que nous avons dit ça, excusez-moi, j'ai perdu un bout, ça nous permet donc de différencier la notion de bien collectif de la notion de bien commun. Alors là, je vous laisserai regarder la vidéo, très très bien faite, elle est très chouette. Elle est sur le site, donc là où vous avez trouvé cette vidéo-là même, juste à côté, vous avez cette vidéo qui vous permet de comprendre ce que c'est qu'un bien commun et ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. Un bien commun, c'est un bien rival, donc c'est la distinction par rapport à un bien collectif, c'est-à-dire que la consommation des uns limite celle des autres. Mais par contre, elle est également non excluable. On ne peut pas en interdire l'accès. Donc les ressources halieutiques, c'est ce qu'on appelle les réserves de pêche, hein, c'est ça, les halieutiques c'est pour les poissons. Les nappes d'eau souterraines sont des exemples de biens communs. J'ai envie de dire, l'air qu'on respire, c'est un bien commun, le paysage dans lequel on est, l'espace dans lequel on vit, tout ça ce sont des biens communs. L'atmosphère, la qualité de l'air qu'on respire. Vous avez donc une zone de pêche, la qualité de l'air, voilà, un pâturage. Et qu'est-ce que c'est que cette tragédie des biens communs? Eh bien, c'est que l'optimisation individuelle à court terme n'est optimale pour personne à long terme. Voilà. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, à court terme, donc dans l'immédiat, nous prenons tous des décisions qui sont rationnelles dans le court terme. Donc il est rationnel pour moi, si je cherche à maximiser mes avantages, à minimiser mes coûts, eh bien il peut être rationnel pour moi, par exemple, de pêcher la moitié d'une réserve de pêche, parce que ça va me rapporter un maximum de profit dans les mois à venir. À long terme, c'est un très mauvais calcul. À long terme, c'est un très mauvais calcul parce que, à long terme, il risque de ne plus y avoir de poissons du tout. D'accord? Donc c'est ça la tragédie des biens communs, c'est que ces biens communs sont une source majeure de profit dans le court terme, mais c'est précisément parce que cela nous amène à surexploiter ces ressources que ça nous amène à détruire ces biens communs dans le long terme. Et donc là, évidemment, on pense aux enjeux du réchauffement climatique que nous avons tant de peine à gérer. Ce que montre cette vidéo, quand même c'est intéressant, c'est que dans le passé, mais également aujourd'hui, la seule solution que nous avons trouvée, justement, puisque le marché est incapable de gérer cette tragédie des biens communs, eh bien, c'est de passer à côté du marché par ce qu'on appelle des conventions, des accords, des négociations constantes entre les usages et les usagers. Donc c'est toutes les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui dans le golfe du Morbihan pour savoir quelle est la place des ostréiculteurs, quelle est la place des touristes, quelle est la place des bateaux de plaisance, quelle est la place des bateaux qui transportent des touristes sur les îles. Et pour essayer de penser collectivement un usage raisonné des biens communs. Donc les pouvoirs publics interviennent également dans le domaine des biens communs, donc notamment sur la prise en compte de l'existence de ce qu'on appelle les passagers clandestins, c'est-à-dire ceux, c'est nous, qui profitent d'un bien collectif sans en payer le prix. Et dans ces cas-là, donc dans le cas des biens collectifs, l'intervention publique est utile car elle permet de répartir le coût des biens collectifs entre les membres de la société. Sinon, nous n'aurions jamais eu de route. Personne, en tant qu'individu, n'a les moyens,
ni l'intérêt de financer une route. Mais par contre, s'il n'y avait pas eu de route, il n'y aurait pas eu de marché non plus. Les marchés ont été basés sur l'extension des réseaux routiers, et donc ça a nécessité une répartition de ce coût par l'État qui a prélevé des impôts, qui lui a donné des impôts qui lui ont donné les moyens de financer ces infrastructures. Au niveau des biens communs, les pouvoirs publics limitent la surpêche en mettant en œuvre des quotas de pêche, donc, pour chaque type de poisson. Hein. Je rappelle par exemple que le thon est une espèce de poisson qui est extrêmement menacé aujourd'hui. Et donc l'objectif, eh bien, c'est de permettre aux poissons d'être suffisamment nombreux pour se reproduire et de préserver les possibilités de pêche future, c'est-à-dire de préserver le bien commun, d'éviter la tragédie des biens communs. Donc, en présence de biens collectifs, le marché n'est pas efficace parce qu'un bien collectif est un bien non excluable, non rival. On ne peut pas exclure un individu de la consommation de ce bien. La consommation de ce bien par un individu n'empêche pas les autres individus de le consommer. Donc la lumière d'un phare, un feu d'artifice, pas un peu d'artifice, hein, l'éclairage public, le spectacle de rue dont je vous ai parlé également rentrait dans ce cas de figure. Les pouvoirs publics sont les seuls à pouvoir prendre en compte les biens collectifs. En effet, leurs caractéristiques empêchent une production efficace dans le cadre du marché. Le risque de passagers clandestins est grand dans le cas des biens collectifs. Les pouvoirs publics sont donc les seuls, par les taxes, les impôts, à pouvoir répartir le coût de ces biens. Alors les biens communs, eux, ils sont non excluables, mais par contre ils sont rivaux. C'est la différence, vous voyez, avec les biens collectifs. C'est-à-dire que la consommation d'une partie des stocks de ce bien va impacter la capacité de consommation des autres individus. Donc c'est le cas de toutes les ressources qui courent le risque d'être surexploitées. Donc on peut penser aux poissons, aux forêts, mais également à l'espace d'habitation. Hein. Si quelqu'un habite une villa de 3000 m², ça veut dire qu'il y a 3000 personnes à côté qui se partagent quelques mètres carrés. Donc le risque, c'est la surexploitation, c'est leur disparition, et donc les pouvoirs publics vont réguler, encadrer l'usage de ces biens communs en votant des lois, en organisant des concertations sur les droits d'usage finalement de ces biens communs, et on a besoin de le faire évidemment à l'échelle la plus large possible, parce que par définition ces biens sont communs et sont sans frontières. Voilà donc pour la deuxième limite du marché, deuxième défaillance plus exactement du marché, bien collectif, bien commun. Il nous restera à voir les défaillances sur le marché liées à l'information. À tout à l'heure.